Comment oses-tu, pâle de rage? Le comte serra les poings. Le fragile parchemin se froisse sous ses doigts durs. Charles de Montsoreau se détourna, observant les larmes brûlantes qui bouillonnaient dans les yeux de sa femme. Il ne pouvait pas croire que Françoise avait été infidèle, mais il était difficile de ne pas le croire. Les preuves lui ont été remises par le roi lui-même. Les invités viennent de loin pour assister au somptueux mariage. Olivier de Méridor marie sa belle-fille Françoise à Jean de Coësma, l'un des hommes les plus riches de la province. Les festivités ne dureront donc pas un jour ou deux. Il faudra attendre au moins une semaine avant que les invités, encore groggy par le vin et le sang, commencent à quitter la cour, pressés par leurs cochers. Et pendant longtemps, dans les châteaux de la vallée de la Loire, on se réunira le soir au coin du feu, discutant de la tenue de la mariée et de la dot que son père lui a offerte. Cependant, le temps consacré à l'heureux destin des jeunes mariés n'est pas long. Peu après le mariage, Jean de Coëm, en catholique exemplaire, quitte sa jeune épouse pour rejoindre la lutte contre les protestants. Les guerres de religion font rage en France, une période terriblement sombre. Moins d'un an après le mariage, Françoise, âgée de 16 ans, devient veuve. Vêtue de noir, en hommage à son courageux mari, elle retourne chez ses parents. Jeune, très belle, dotée d'une dot importante, qui comprend désormais la part de veuve, une partie de la fortune de son mari, attribuée à celle-ci, qui n'a pas donné naissance à un fils héritier, lequel aurait tout reçu, Françoise devient la mascotte de nombreux prétendants. Sa robe de deuil et sa mine déconfite ne gênent pas ceux qui veulent l'épouser. Chacun sait que dans un an, après lui avoir laissé le temps du deuil, Olivier de Méridor donnera à nouveau sa fille au prétendant le plus méritant. C'est pourquoi la belle veuve ne manqua pas de prétendants. Ne promettant rien à personne, mais ne refusant pas directement, elle, souriant doucement, baissa modestement les yeux. Les palefreniers, eux, louchent avec méfiance. En mai 1575, 6 mois après le veuvage de Françoise, un événement terrible, mais très flatteur pour elle, se produit. Un de ses admirateurs, Jean de Beaumanoir-Lavardin, se bat en duel avec un autre, Charles de La Rochefoucauld-Lardent. L'épée fidèle n'a pas fait défaut à l'intrépide marquis de Lavardin, qui, pendant les guerres de religion, passait facilement d'un camp à l'autre et était célèbre pour sa rare cruauté, même en ces temps peu cléments. Charles fut barbarement assassiné et Jean, craignant d'être puni, s'enfuit et changea à nouveau de bannière. Le triste sort du pauvre La Rochefoucauld-Lardin ne refroidit pas l'ardeur des autres prétendants. Jean de Chambre, comte de Montsoreau, gouverneur de Saumur, demande à Françoise de l'épouser. Et, semble-t-il, elle accueillit sa proposition plus favorablement que les autres. Cependant, le mariage n'est pas conclu et Jean meurt peu après. Le titre de comte de Montsoreau et tout l'État revinrent au frère cadet de Jean, Charles, qui aimait lui aussi une jolie veuve. En janvier 1576, après un an de veuvage, Françoise se remarie avec la bénédiction de son père. Sa belle épouse, le comte de Montsoreau, s'installe à Paris, où elle est nommée demoiselle d'honneur de la reine-mère Catherine de Médicis. Charles, quant à lui, remplit les fonctions de chambellan et de chef trappeur, chargé de chasser le frère cadet du roi. Les tentations de la cour, des cavaliers charmants et audacieux, qui n'ont rien à envier aux adorateurs de province, peuvent faire tourner la tête à n'importe qui. Mais Françoise est prudente. Pourtant, son mari, tourmenté par la jalousie, décide bientôt que l'honneur de sa femme sera moins menacé au château de la Loire. Le comte de Montsoreau lui-même reste à Paris et envoie sa femme dans la propriété familiale. La vie en dehors de la capitale est ennuyeuse pour Françoise, qui a déjà appris le goût du divertissement. Et, selon les rumeurs, lorsqu'elle commença à rendre visite à son gouverneur attitré des terres d'Anjou, où se trouvaient les possessions de Montsoreau,
le brillant et peu scrupuleux Louis de Clermont d'Amboise, le signor Bussy, la jeune comtesse n'y résista pas. Bussy d'Amboise a longtemps traîné une mauvaise réputation. Ses ennemis comme ses amis pouvaient en dire long sur ses frasques en matière d'honneur douteux. Il profita de la nuit de Barthélemy pour se débarrasser avec profit de plusieurs parents protestants. Duelliste désespéré, trouvant souvent une raison de se battre, il eut plus d'une vie écourtée. En Anjou, il est rapidement détesté pour méchanceté et brigandage. Cependant, le haut patronage semble illimité bien que les plaintes contre le seigneur Bussy ne se comptent pas par dizaines, mais par centaines, il se sort de toutes les farces. Cependant, le comte de Montsoreau n'a pas supporté l'offense infligée par Bussy d'Amboise. On ne sait pas dans quelle mesure la comtesse était favorable au gouverneur, mais sa lettre décrivant ses amours, envoyée à une connaissance à Paris, contenait le nom de la belle Françoise. Lorsque le parchemin tombe entre les mains du roi, celui-ci le montre au comte. Charles, offensé, se précipite immédiatement au château et demande des explications à sa femme. Le scandale conjugal se termine mal pour le signor Bussy. Françoise lui écrit un mot, l'attirant dans un piège tendu par son mari. Le destin rattrape le scandaleux cavalier, le 19 AO. Accent circonflexe T 1579, il tombe, frappé d'un coup de poignard de Montsoreau. Nombreux sont ceux qui approuvent l'acte du comte, on sait qu'il n'a pas supporté le châtiment pour ce meurtre. Réconcilié avec sa femme, il vécut encore 40 ans avec elle, élevant 6 enfants, 2 fils et 4 filles. L'histoire de la comtesse de Montsoreau et de Bussy d'Ambouza a été reprise par Alexandre Dumas et considérablement modifiée. Le seigneur de Bussy est devenu un homme honnête, un chevalier sans peur et sans reproche, et le comte de Montsoreau un monstre qui a gâché la vie de la tremblante beauté de Diana de Méridor. La réputation des héros de « la comtesse de Montsoreau » est si solidement établie qu'elle ne peut changer. Et cela en vaut-il la peine ? Abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.